Avec l'aglo, plus belle la vie. Bonjour à tous, comme tous les mercredis, n'oubliez pas de faire un tour sur la page Facebook de Mosaïque pour tenter de gagner une entrée gratuite au cinéma pour le film de votre choix. À la une aujourd'hui, le point sur l'accessibilité des ERP, les établissements recevant du public. La loi date du 11 février 2005. Elle pose le principe de l'accessibilité pour tous, sans exception aux ERP. Même souffrant de handicap, qu'ils soient moteurs, sensoriels, cognitifs ou psychiques, tout le monde doit pouvoir se rendre, notamment dans les commerces. Les ERP avaient jusqu'au 1er janvier 2015 pour se conformer à ces contraintes d'accessibilité, mais force est de constater que tous n'ont pas joué le jeu. Un nouveau délai a été accordé. Désormais, les ERP classés en 5e catégorie, soit la majorité d'entre eux, ont jusqu'au mois de septembre 2015 pour déposer des plans de travaux de mise aux normes. Nous en reparlons dans un instant dans le JT. Et pour vous donner un aperçu des autres sujets de l'émission d'aujourd'hui, voici le sommaire. Au programme sur Mosaïque, un Sarregueminois était en lice au championnat d'Alsace-Lorraine de boxe éducative qui s'est déroulé à Sarreguemines. Les règles de la boxe éducative ne sont pas toujours faciles à respecter. Le chœur Allegria a chanté pour la rénovation du réseau électrique de la chapelle de Grossbliederstroff. Petite histoire du chêne rouge d'Amérique du parc municipal. Tendance agriculture, Josepha peint pour comprendre le monde. Enfin en dessert, un cheesecake pomme cannelle. Et aujourd'hui, nous parlerons aussi d'emploi. Mon invité est Jürgen Becker, le directeur du pôle emploi de Sarreguemines. Il va notamment tout à l'heure nous commenter les chiffres du chômage. Ce sera en fin de JT. Mais d'abord, plongeons dans le passé. Le 4 mars 2010, Mosaïque avait filmé la mise sous pli des tracts électoraux pour les élections régionales. Elle s'était déroulée au centre de communication de la Smart à Hambach pendant 3 jours. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. L'arrondissement de Sarreguemines compte 75 491 électeurs. Chacun doit recevoir une enveloppe avec le bulletin de vote et la profession de foi des listes engagées pour les élections régionales. Pour le premier tour du 14 mars, cela représente 25 palettes de documents. Près de 130 personnes sont mobilisées pour trier et remplir les enveloppes. Au total, sur les 13 listes engagées pour les élections régionales, 2 n'ont pas fourni de propagande dans les enveloppes électorales et 3 n'ont pas inclus dans ce document des bulletins de vote. Le coût de la campagne explique cela. La réalisation des circulaires et des bulletins de vote est supportée par les candidats et ils ne seront remboursés que s'ils obtiennent au minimum 5% des voix au premier tour. Les dates exactes des prochaines élections régionales ne sont pas encore connues. Ce sera en fin d'année, sans doute fin novembre, début décembre. Là où on en sait un peu plus, c'est concernant les prévisions météo pour demain. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, soleil et nuages se partagent encore le ciel. Ces nuages peuvent prendre un aspect menaçant, mais n'occasionnent que de rares averses. Côté température, les minimales varient de 0 à moins 2 degrés, les maximales atteignent les 5 degrés à Dabo, 6 à Beach, 7 à Saint-Avold et 8 degrés à Metz. Demain, jeudi 5 mars, nous fêtons les Olives. Le soleil nous accompagnera de 7h03 à 18h18. Si je vous dis qui va à la chasse perd sa place, vous voyez ce que je veux dire? Mais regardons si les élèves de l'option vidéo du collège de Sarade le savent aussi. Qui part à la chasse perd sa place. Qui part à la chasse perd sa place. Qui part à la chasse perd sa place. En gros, c'est quand quelqu'un prend ta place et après quand tu arrives, il te dit t'es parti à la chasse, j'ai pris ta place. Genre si, par exemple, si je suis sur la chaise là et que je pars, il y a quelqu'un qui peut me prendre la place et quand je reviens, il me dit qu'il part à la chasse perd sa place. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges.
Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Et maintenant, tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, le sinistre compte à rebours s'accélère pour le Messin Serge Atlaoui, qui est dans le couloir de la mort en Indonésie. L'Indonésie semble sourde à toute forme de pression diplomatique et déterminée à exécuter les trafiquants de drogue étrangers. En page locale de Sarreguemines, le RL titre « La maternité se porte bien ». L'hôpital Robert Pax organise tous les jeudis des cours de préparation à la naissance en piscine. Avec à sa tête un nouveau responsable, le service maternité gynécologie obstétrique cherche toujours à améliorer le confort de ses patientes. Une nouvelle organisation a été mise en place et pour augmenter encore son activité, un nouveau praticien est recherché. Enfin, chez nos voisins, la une de l'édition de Forbach est consacrée à la conquête des sciences. Le festival du film de chercheurs a fait étape hier au collège Jean Moulin. 5 chercheurs étaient au rendez-vous pour parler de science de manière simple et ludique. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. Tout laisse penser qu'il s'agit d'un dernier appel. Les commerçants ont très précisément jusqu'au 27 septembre 2015 pour déposer un dossier de travaux en vue de rendre leur établissement accessible à toutes les personnes handicapées. Théoriquement, d'après la loi du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, cela devait déjà être le cas. Explication dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. La patience de l'État a peut-être des limites. Le 1er janvier 2015, les établissements recevant du public classés en 5e catégorie, la grande majorité des cas, devaient être accessibles aux personnes handicapées. Quel que soit leur handicap, moteur, sensoriel, cognitif ou psychique, toutes les personnes devaient pouvoir se rendre dans ces établissements et profiter des activités proposées comme tout un chacun. Il suffit de se promener en ville pour constater que tous les établissements recevant du public ou ERP ne sont pas en conformité. L'État a choisi de leur accorder un nouveau délai. Ils ont désormais jusqu'au 27 septembre 2015 pour déposer un dossier de travaux, puis 3 ans pour les réaliser. Il faut passer par la mairie avec un CERFA bien spécifique, le CERFA 13 824 03, qui dépose en mairie, et qu'à ce titre-là, ils disent ce qu'il y a lieu de faire dans leur établissement, et qu'au pire des cas, s'il y avait une impossibilité technique avérée, de déposer une dérogation. Séraphin Congy est le responsable du pôle accessibilité à la DDT de la Moselle. Dernièrement à Sarreguemines, il a présenté à des commerçants les différentes normes liées à l'accessibilité et les moyens de les appliquer. Il n'y avait pas grand monde devant lui et les personnes présentes ont constaté que leurs établissements sont difficilement accessibles. Pour être en conformité avec la loi, elles vont devoir effectuer des travaux. Et peut-être des fois, c'est même pas des choses très importantes. Et il y a également, il faut que je le souligne, une aide qui sera certainement disponible aussi de la part de certaines villes qui vont s'engager dans l'accessibilité aussi. Sur Sarreguemines, ça va être le cas. Et donc là aussi, à se rapprocher des institutions telles que la Chambre de commerce, telles que la ville de Sarreguemines, pour pouvoir faire ces types de travaux. Le référent Moselle-Est de la CCI est joignable par téléphone pour accompagner au cas par cas les ERP qui le souhaitent dans leur démarche de mise en conformité. Ça, c'est à vous de voir le bail, souvent. Parlons de sport à présent. L'image de la boxe dans l'inconscient collectif prend souvent la forme de combats au cou appuyé, mettant à mal l'adversaire. Pas de cela samedi lors du championnat d'Alsace-Lorraine organisé par le Boxing Club de Sarreguemines. La compétition concernait les pratiquants de la boxe éducative, pratique où l'essentiel est de toucher l'adversaire. Si les coups n'étaient pas appuyés, la volonté de remporter la compétition était, elle, bien présente. Reportage de Thomas Drouin. On pense à rien d'autre, on regarde pas autour, on a l'impression qu'il n'y a que soi et son adversaire. On n'entend rien, on n'entend pas le bruit, c'est étrange. Voilà ce que ressent Jules Godard lorsqu'il monte sur le ring pour affronter son adversaire. Jules était l'unique représentant sarregueminois lors de ce championnat d'Alsace-Lorraine de boxe éducative. Lui qui ne pratique ce sport que depuis 1 an, s'est qualifié lors des championnats de Moselle à Amnéville il y a 15 jours.
Samedi, au gymnase Henri Nominé, la difficulté s'est élevée d'un cran. 173 boxeurs, tout âge et catégories confondues, représentant 36 clubs, s'étaient déplacés pour cette journée de compétition, leur permettant de se qualifier par la suite pour les interrégionaux qui se dérouleront, eux, à Saint-Dizier. Les combats, ou plutôt les assauts, comportent 3 rounds d'1 minute 30 à 2 minutes selon l'âge des boxeurs. Les jeunes doivent faire des touches, uniquement que des touches. C'est pour ça qu'on appelle assaut, on n'appelle pas ça combat. Voilà, donc ils ne doivent pas appuyer les coups. S'ils appuient les coups, ils sont pénalisés. Hein, une pénalité, 3 pénalités, ça fait un avertissement, donc ils perdent le round pratiquement. Le matin se déroulaient les demi-finales, l'après-midi était lui consacré aux finales. Pour ce qui est de Jules Godard, le jeune Sarregueminois a dû s'incliner en finale d'une compétition qui restera une bonne expérience dans son apprentissage de la boxe. Comme Jules, l'ensemble des participants était avant tout là pour progresser dans la pratique de la boxe. La boxe éducative porte bien son nom. Ici, tout est fait pour encadrer au mieux les plus jeunes. Reportage. Vous l'aurez sans doute déjà compris, la boxe éducative s'adresse avant tout aux plus jeunes, à ceux qui font leurs premiers pas dans le monde de la boxe anglaise. Elle porte d'ailleurs bien son nom, l'apprentissage passe avant la compétition, n'en déplaise parfois aux accompagnateurs venus encourager ces jeunes pousses. Pour les responsables au niveau régional et national, ces assos sont avant tout une manière concrète d'initier les plus jeunes à la boxe. Ça permet à lancer les petits dans l'avenir, on les apprend à se contrôler puisqu'on ne fait que de la touche. Hein, on les apprend à ne pas se taper fort, pour que la boxe, le noblard reste ce qu'il est noblard. Ce n'est pas facile de donner un coup tout en retenant sa frappe, surtout lorsque l'on est encore aussi jeune que les compétiteurs vus à Sarreguemines samedi. Mais pour cela, ils peuvent aussi compter sur l'arbitre présent sur le ring, dont la mission va bien au-delà que simplement arbitrer l'assaut. Son rôle est aussi de transmettre les valeurs de la boxe et de veiller à la sécurité des boxeurs. Il est impérativement impossible de taper fort ou de laisser à ce que un gamin ou quelqu'un qui pratique la boxe éducative soit totalement à bout de souffle. Donc notre rôle ici, c'est d'essayer de le cadrer pour qu'il récupère ses esprits et reprendre la compétition sans danger. C'est pourquoi on demande de temps en temps, on essaie de lui parler pour qu'il récupère de son énergie. Les petits boxeurs deviendront grands et ce passage par la boxe éducative leur permettra de pratiquer leur sport avec plus d'assurance et de sécurité, avant sans doute d'accompagner à leur tour les débutants du futur qui passeront eux aussi par la case boxe éducative. Et musique à présent avec un concert dans l'église pour la chapelle. C'est dans le but de permettre la rénovation du réseau électrique de la chapelle de Grosse-Biederstroff que le chœur Allegria a chanté en l'église Saint-Innocent. Bernard Lange et Guillaume Dumonteil nous font le compte-rendu de cet événement. Ils en redemandent. Enthousiaste, le public ne voulait plus que les chanteurs s'arrêtent. Et la persévérance des spectateurs a payé. Au total, la quarantaine de choristes du chœur Allegria a chanté une vingtaine de morceaux. Cet ensemble, créé à Ambach en octobre 2013, se produisait à Grosse-Biederstroff pour 2 raisons. Pour le plaisir des spectateurs, tout d'abord, puis pour récolter des fonds afin de pouvoir rénover le réseau électrique de la chapelle Sainte-Croix de la commune. Les quelques 800 € récoltés à l'occasion de ce concert contribueront au financement de ces travaux. Et je vous l'avais dit en début d'émission, mon invité aujourd'hui est Jürgen Becker, le directeur de Pôle emploi de Sarreguemines. Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander, en premier lieu, si vous le voulez bien, de commenter les derniers chiffres qui sont disponibles. En Lorraine, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B et C à Pôle emploi s'établit à 187 730 fin janvier 2015. C'est un nombre qui est en augmentation de 0,3% par rapport au mois précédent. Sur un an, il croît de 5,2%. Et puis, en France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B et C augmente de 0,3% fin janvier 2015 par rapport au mois précédent et plus 6,2% sur un an. Alors, quel est le parallèle qu'on peut faire ou pas avec le bassin de Sarreguemines ? À Sarreguemines, sur l'arrondissement de Sarreguemines,
En fin janvier 2015, il y avait 7544 demandeurs d'emploi dans les catégories A, B et C, et donc une légère baisse par rapport au mois précédent, et une augmentation de 1,8% par rapport à il y a un an. Donc l'évolution est un peu moins défavorable qu'en Lorraine et qu'en France. Est-ce qu'il y a un petit peu des espoirs des entreprises qui ont des vagues de recrutement de prévues prochainement ? Nous accompagnons régulièrement les entreprises dans la démarche de recrutement. Et effectivement, nous avons des recrutements en cours. Actuellement, dans le secteur industriel, on avait des recrutements en cours. On a terminé la recherche de candidats. On a des recrutements en cours aussi dans le secteur des services à la personne. Donc régulièrement des offres en cours, des recrutements. Actuellement, 200 postes à pourvoir qui sont aussi publiés sur le site pôle emploi.fr. Alors, spécificité aussi du bassin, c'est l'aspect frontalier. Vous avez d'ailleurs mis en place un service de placement, un service franco-allemand de placement transfrontalier. Premier bilan, on en est où? Est-ce que ça fonctionne bien? Alors, le premier bilan, on est en train de le consolider pour présenter effectivement un résultat chiffré, avec des analyses. Par contre, ce qu'on peut dire, oui, ça fonctionne. Ça correspond à une attente claire de la part des demandeurs qui cherchent des renseignements et un appui dans la recherche d'un emploi en Allemagne. Et ça répond aussi à une demande quand même des entreprises allemandes qui recherchent de la main-d'œuvre. Donc tout le monde trouve un peu son compte et on avance bien sur ce sujet-là. Et alors proportionnellement, vous avez combien de personnes de Pôle emploi qui sont à plein temps ou peut-être pas d'ailleurs dans ce service par rapport aux personnes qui s'occupent de tous les autres demandeurs d'emploi? Puisque le service de placement transfrontalier s'occupe des demandeurs d'emploi de la Moselle-Est, donc on a plusieurs conseillers qui travaillent sur ce dispositif pour couvrir le secteur de la frontière avec la Sarre et avec Lorraine-Palatina. Au total, il y a 5 conseillers de Pôle emploi qui s'occupent du dispositif transfrontalier en coopération avec les collègues allemands. Donc par rapport à tous les conseillers Pôle emploi dans les 5 agences Pôle emploi concernées, ça fait une petite partie, mais quand même, on est une équipe relativement efficace par rapport à notre charge, par rapport à notre demande et notre tâche. Parce que si on regarde du côté de l'Allemagne, est-ce que quelque part ça va être la manière de s'en sortir, en tout cas pour beaucoup de demandeurs d'emploi du secteur? Parce que finalement les derniers chiffres en Allemagne sont très très bons, avec 6,5% de chômage en Allemagne. C'est un record, c'est historiquement bas. Est-ce que ça va encore continuer? Est-ce que c'est porteur pour les Français de devenir frontaliers? Ce qu'on sait concrètement aujourd'hui, c'est qu'il y a des offres à pourvoir, notamment en Sarre, mais aussi en Rhénanie-Palatina. Par exemple, fin de l'année, il y avait 5000 offres à pourvoir en Sarre. Donc des offres qui sont globalement accessibles aux demandeurs d'emploi français qui cherchent un emploi en Allemagne et qui maîtrisent l'allemand. C'est la condition. C'est souvent là le hic d'ailleurs. Hein. Souvent, oui. Ce qui, par rapport à notre situation géographique, est tout simplement une opportunité. Donc on peut très bien rechercher un emploi en France, en Lorraine, chez nous. Par contre, si on est à la frontière et si on regarde que dans un périmètre de 30-40 km, la moitié se trouve en Allemagne, si on peut accéder à ces offres-là, c'est clairement un plus pour les personnes qui le cherchent et qui le souhaitent. Alors, côté français, il y a pas mal de systèmes qui sont mis en place, des contrats aidés, je pense notamment aux contrats d'avenir, mais ce ne sont pas les seuls, qui eux sont spécifiquement pour les jeunes. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez pu constater une baisse du nombre de demandeurs d'emploi au niveau des jeunes? Le nombre de jeunes demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi est en baisse, sur l'arrondissement de Sarreguemines, en baisse pas seulement sur un an, mais aussi sur 2 ans. C'est la catégorie qui s'en sort clairement le mieux parmi les 3 tranches d'âge, contrairement aux seniors, effectivement. On peut constater que le dispositif des emplois à venir fonctionne. On avait en étroite collaboration avec la mission locale mis en place ce dispositif. On a fait la promotion, on l'a expliqué au public cible, aux employeurs aussi, et donc il y a pas mal d'employeurs qui ont recouru à ce dispositif. En parallèle, d'autres types de contrats aidés qui sont toujours une opportunité pour les personnes en recherche d'emploi. De manière générale, pour tous les demandeurs d'emploi, vous êtes l'intermédiaire à Pôle emploi. Est-ce que, parce qu'on entend souvent qu'il y a beaucoup de chômeurs, mais que d'un autre côté, il y a beaucoup d'offres qui ne trouvent pas
de candidats qui restent non pourvus. Alors, d'abord, est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est un manque de moyens? Et je pense en l'occurrence à un manque de moyens humains du côté de Pôle emploi? Ce n'est pas forcément un manque de moyens. Notre travail, c'est l'intermédiation entre l'offre et la demande. Donc nous rendons ces offres-là accessibles pour les demandeurs d'emploi. Et en même temps, on fait un travail avec les demandeurs d'emploi pour leur présenter aussi le marché. Souvent, on constate un écart entre les exigences des offres à pourvoir et le profil des demandeurs. Donc on essaye de mettre en place justement des parcours de formation avec d'autres partenaires comme le Conseil régional, avec aussi la mission locale ou avec d'autres organismes, afin justement de clore cet écart. Mais si en termes d'intermédiation, on n'arrive pas toujours à pourvoir les offres, c'est essentiellement parce que les profils ne correspondent pas toujours et forcément au profil des postes à pourvoir. D'accord, donc encore pas mal de travail en perspective pour réussir à croiser tout ça. Merci en tous les cas pour vos éclaircissements. On aura sans doute l'occasion de refaire le point prochainement. Dans un instant, l'émission continue dans le parc municipal de Sarreguemines, dans l'atelier de l'artiste peintre Josepha Schmidt et dans la cuisine de Laurence Laguna. 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, attention, Plattmann arrive. Le festival Mir Rede Platt, ou Mir Schwätze Platt dans sa version forbachoise, démarre le 13 mars. Le programme a été dévoilé lors d'une conférence de presse. Et comme chaque jeudi, on parle aussi Platt sur Mosaïque, la fusion des régions et ses conséquences font débat, un véritable imbroglio pour notre joyeuse plate-bande. Sowieso ken je de differentie tussen de politiek en de knorren? Nee. Politiek en de knorren? De knorren is voor de hond en de politiek is voor de kat. Terminons la série des petites histoires d'arbres remarquables de Sarreguemines avec un chêne rouge d'Amérique que vous ne pourrez pas manquer d'admirer lors d'une promenade au parc municipal. Un colosse aussi vieux que le parc. FBS, du bon temps par tous les temps. Il est sans doute l'arbre le plus imposant du parc municipal. À l'instar de la majorité des arbres qui l'entourent, ce chêne rouge d'Amérique a une centaine d'années. Louis Besserer, à qui avait été confié l'aménagement des lieux au début du XXe siècle, avait une passion pour la plantation d'arbres. Avec ses 4,65 m de circonférence et près de 28 mètres de hauteur, ce chêne n'est encore qu'à la moitié de sa vie. Maître des lieux, il veille sur les passants de l'allée centrale et sur les oiseaux. Il existe des artistes haut perchés, exemple typique et bien connu dans le secteur, les échassiers de la Saint-Paul. Les répétitions commencent ce week-end. Rendez-vous tous les samedis de 17h30 à 20h30 à l'Interassociation de Sarreguemines, 3 rue Roth. Sachez que les nouveaux, y compris débutants, sont les bienvenus. Et rendez-vous maintenant avec une artiste qui œuvre derrière les fourneaux. Voici la dernière recette gourmande de Laurence Laguna. Aujourd'hui, place au dessert. Le sucré, c'est la spécialité de cette passionnée de cuisine. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Il n'y a rien, il y a le vide. Et dans ce vide, il y a tout. On a des moments où on ne peut même pas dire qu'on cherche. C'est comme si on trouvait tout, que tout était là, mais qu'on ne pouvait pas le voir. Hein, et qu'il suffisait de décanter un petit peu, et tout d'un coup ça apparaît. C'est comme le noir qui apparaît sur le blanc. Hein, ou de la lumière qui s'allume, et ça s'éteint. Mais on avait quelque chose.
Donc c'est un jeu mental entre le visible et l'invisible. C'est pas qu'on peut dire que c'est quelque chose qui est continu. Ça vient, ça part, de temps en temps, ah tiens, il est encore là. La peinture pour moi c'est du jeu JEU. Donc je m'amuse constamment entre moi et la peinture. Vous voyez, et puis tout d'un coup émerge quelque chose. Je suis là, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est super. Et donc je vais l'exploiter avec des couleurs que je définis au départ. Soit je vais travailler ça. Et puis après je fais des mélanges. Et puis ça va sécher. Je vais le regarder un bon moment. Et après je vais voir où est le défaut. Donc je vais continuer jusqu'à ce qu'à un moment donné, le tableau, on pourrait dire, je ne peux plus aller plus loin. Il explose. Hein. Et toutes nos excuses pour cette interversion de sujet. Vous venez de découvrir l'atelier de l'artiste peintre Josefa Schmidt. On se rend maintenant en cuisine pour découvrir le dessert de la semaine. Original et de qualité, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, ici Recette Gourmande de Laurence. Aujourd'hui en dessert, je vais vous préparer un cheesecake pommes et cannelle. Voici un petit dessert léger et goûteux pour la fin du repas. Mixez les spéculoos et ajoutez le beurre fondu, mélangez bien l'ensemble et foncez dans des cercles à pâtisserie disposés sur du papier sulfurisé. Tassez bien la masse pour former un socle solide au cheesecake. Mettez au frais pendant le reste de la préparation. Mélangez le fromage frais et le petit suisse avec le sucre et faites ramollir les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Essorez-les et faites-les fondre dans le jus de citron chauffé. Ajoutez à l'appareil et mélangez. Épluchez et découpez les pommes en cubes, mélangez les pommes avec la cannelle, ajoutez un peu d'eau et faites cuire 2 minutes au four à micro-ondes. Il faut que les pommes ramollissent un peu et laissez refroidir. Répartissez les pommes sur les fonds de biscuits au spéculoos, couvrez de l'appareil au fromage, ajoutez encore quelques morceaux de pommes sur le dessus ainsi que quelques noisettes concassées. Enfin, laissez prendre 3 à 4 heures au réfrigérateur avant de démouler. La petite astuce du chef, aujourd'hui une petite liqueur de pommes sera agrémentée dans votre préparation. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web www.recettegourmande57.fr et vous verrez les délicieuses recettes que je vous prépare. Bon appétit à tous! Et ce sont les derniers jours de l'exposition Histoire de Bleu. Elle se termine le 15 mars au musée de la Fayence au centre-ville de Sarreguemines. Dernière occasion pour la découvrir ou l'admirer à nouveau. Et dimanche à 15 h, un atelier est proposé aux enfants. Les 6-10 ans sont invités à explorer les secrets de la couleur bleue au cours d'un après-midi récréatif. Mais pensez à réserver auprès du musée. C'était la dernière info pour aujourd'hui. Très bonne journée à tous. À bientôt.